Bonjour à tous, bonjour Bernard, bonjour Florent. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par Badakan sur un sujet concernant la restauration et les leviers actionnés pour le management. Euh, on va attendre une petite minute le temps que tout le monde arrive et on lancera ce webinaire en présence de Bernard et Florent, Jira Conseil et Pizza Cosy. Je pense qu'on va pouvoir y aller, 16h02. On aura attendu la plupart des participants. Donc, pour ce webinaire, je vous propose de le faire en 5 étapes. Une introduction, évidemment, donc c'est la présentation de nos participants. De parler des défis, des enjeux actuels de la restauration, du management, évidemment, sujet très important, et des leviers puissants que vous pourrez mettre en place au sein de vos établissements. On parlera évidemment des impacts pour l'entreprise et enfin, on finira par une session de questions-réponses. Florent, je te laisse la main pour te présenter auprès de nos invités. Bonjour à tous, donc moi c'est Florent Mercier, je suis cofondateur de l'enseigne Pizza Cosy. Alors Pizza Cosy, c'est une enseigne de pizzeria, passionnée par les bons produits, une enseigne fun, chaleureuse, moderne et engagée, avec des valeurs qui sont relativement simples. Ce qu'on dit, c'est un peu chez nous les b.a.-ba d'un bon commerçant, c'est la proximité vis-à-vis des consommateurs, des producteurs, des collaborateurs, l'exigence au service des services et des produits, et puis la sincérité par rapport aux consommateurs et aux collaborateurs. Donc, comme je disais, pour moi, c'est vraiment les b.a.-ba d'un bon commerçant. L'idée, c'est de devenir demain l'enseigne incontournable de pizza pour tous les Français. Et puis, en termes de chiffres, nous avons à ce jour 68 points de vente, 2 dans les dom-toms à La Réunion. On a une vitesse d'environ 15 points de vente par an. Et en chiffres, ça donne un effectif d'environ 600 salariés dans le groupe. Génial, merci beaucoup Florent. Pour tous les invités, n'hésitez pas à poser vos questions notamment concernant Florent et évidemment Bernard, que je vais laisser se présenter également. Bonjour Victor, bonjour Florent, bonjour à tous. Alors Jira est un cabinet d'accompagnement, c'est comme ça que d'ailleurs que nos clients nous appellent, plutôt de l'accompagnement que du conseil. Nous sommes ultra spécialisés dans la restauration ou plutôt dans ce qu'on appelle la consommation alimentaire hors domicile. Parce que si on devait faire un peu de sémantique en disant qu'est-ce qu'un restaurant, je pense qu'on sera encore là pendant 2-3 heures. Donc on travaille sur toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile. Uniquement sur les aspects marketing, stratégie et développement. Bref, on vient nous chercher pour améliorer la ligne chiffre d'affaires dans les meilleures conditions de rentabilité. Voilà un peu le job de Jira. On est une toute petite équipe, nous sommes 7, nous sommes basés boulevard Saint-Michel à Paris, juste en face du Jardin du Luxembourg, ça c'est assez pas mal. Mais on se demande pourquoi on a des sièges sociaux, un siège social, puisque de toute façon on passe notre temps sur le terrain avec nos clients. Parce que c'est là que se passe la vérité en fait. Complètement, tu as 100% raison. Et donc bonjour à tous, donc moi Victor Penouat, cofondateur de Badakan. On est un logiciel RH à destination des équipes terrain, exclusivement hôtellerie-restauration. Et on a un panel de fonctionnalités qui nous permet de gérer de l'onboarding du collaborateur jusqu'à la pré-paye, jusqu'à les éléments variables de paye. Pour lancer ce webinaire, je vous propose de nous poser des bonnes questions, les défis, les enjeux actuels du secteur. Et je vais laisser Bernard commenter le premier chiffre qui est surprenant, qui est hyper intéressant, ce fameux 13%. Vas-y Bernard. Alors, ouais, c'est très exactement 13,5% de croissance de chiffre d'affaires, je dis bien en 2022, comparé à l'année 2019, qui est la dernière année de référence complète, puisque nous avons fermé, je vous le rappelle, enfin, on a fermé les restaurants 12 mois
sur les 24 mois que comportaient les années 2020 et 2021. Il est important de le noter. Donc, 13,5% de croissance, c'est ce que nous avons qualifié il y a quelques semaines lorsqu'on a sorti notre étude de reprise euphorique. Je vous rappelle que nous avons réouvert les restaurants il y a très exactement 2 ans, puisqu'ils ont réouvert en mai 2021. Et depuis mai 2021, nous sommes toujours en croissance à 2 chiffres. Et aujourd'hui, on peut comparer même du 2023, en tout cas avec du 2022, nous sommes toujours en croissance à 2 chiffres. Mais je terminerai par ça, il y a quand même 3 paramètres, qui nous surprennent agréablement. C'est la première fois depuis 35 ans de Jira que nous voyons les 3 paramètres suivants grimper au même moment dans la même année. 1, la fréquentation, je viens d'en parler. 2, la dépense moyenne grimpe naturellement. Et là, je ne parle pas du tout de répercussion de prix sur les prix de vente liés à l'inflation. Je parle d'une augmentation naturelle. Et 3, le temps de présence dans les restaurants monte. Autrement dit, j'ai la très nette impression que les confinements que nous avons vécus nous ont frustrés de ne pas aller boire des coups, de ne pas aller manger, de ne pas aller déjeuner, etc. Et que nous sommes dans une période qui dure, une période de rattrapage énorme, qui se traduit donc par je sors plus qu'avant. Quand je sors, je reste plus de temps et je reste plus de temps et je dépense plus. Et aujourd'hui, on a des restaurateurs très heureux sur le territoire français qui voient effectivement ces 3 paramètres monter au même moment. Il y a évidemment des mais, et on va en parler aujourd'hui, pénurie de personnel, inflation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le 13% dont je vous parlais précédemment, le 13,5%, il faut faire très attention à ce chiffre parce que c'est une moyenne nationale. Malheureusement, nous avons 2 groupes de restaurateurs en France aujourd'hui, en 2023. Vous avez les restaurateurs, le restaurateur qui, pendant les confinements, s'est repensé, s'est remis en cause, s'est réaligné, a revu profondément sa carte, son pricing, ses process. Enfin bref, remis en cause. Et ceux-là sont en très forte croissance à 2 chiffres, bien au-delà de 13%. Moi, j'ai des clients à moi qui sont à plus 32% par rapport à 2019 ou à 2022. Et puis, malheureusement, on a une catégorie de restaurateurs qui n'a pas fait ce job-là ou ce travail-là pendant les confinements et qui ressort de la crise sanitaire en très mauvaise posture. Et là, on est sur des décroissances de l'ordre de moins 10, moins 15, voire moins 20% par rapport à 2019. Alors, ceux-là sont aujourd'hui en très, très grande difficulté. Donc, je le répète, le 13,5% est une moyenne, malheureusement, entre ceux qui vont très, très bien et ceux qui ne vont pas très, très bien. Mais tous les voyants sont au vert pour ceux qui font le job. Ce que j'appelle, moi, le job, c'est de faire ce que le consommateur attend. Et le consommateur, on en reparlera très certainement plus tard, il n'attend pas de choses extraordinaires, il attend un bon produit servi avec la banane. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout. Complètement raison. Tu as très bien raconté ce chiffre et je pense que justement ce que tu dis, le bon mot de la fin, c'est d'avoir la banane et donc d'être bien servi. Et je pense que ça fait une bonne transition pour ce chiffre 83%. Et rien de mieux que Florent pour en parler, restaurateur. Vas-y Florent. 83% des restaurants qui peinent à recruter depuis la crise sanitaire, c'est sûr, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a une obligation pour repenser complètement la politique RH. Je pense que tous les salariés, ils cherchent un équilibre de vie perso-pro qui est différent. Il faut savoir que la restauration, quand même, ça a toujours été un peu mis à mal. C'est un travail qui, par nature, se fait pendant que d'autres ne travaillent pas. Les gens travaillent les week-ends. Les coupures, pour certains, il y en a ou il n'y en a pas trop. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est un peu compliqué. Et par rapport à cette crise sanitaire, il y a des gens qui ont voulu trouver un équilibre un peu plus favorable. Après, chez Pizza Così, on est dans la restauration rapide. Donc, nos horaires d'ouverture sont un peu plus favorables qu'un restaurant traditionnel. On ferme à 22h30, 23h. Ils ont à peu près 2 jours de repos consécutifs dans la semaine. Ça permet d'avoir un peu... ça permet d'organiser sa vie perso. Donc, je pense qu'il faut vraiment modifier sa façon de
de travailler avec nos salariés, parce que sinon, si on a les mêmes conditions que peut-être en 2020, eh ben, c'est un peu compliqué pour les salariés à se projeter. C'est plus trop en adéquation avec ce qu'ils recherchent actuellement. Complètement, tu as 100% raison. On le vit nous aussi chez Badakan sur nos clients. On ressent vraiment cette problématique de recrutement et la mise en place d'un outil aussi 100% digital pour la partie gestion des plannings et puis accès aux différentes informations de la vie de l'entreprise est aussi un atout qui est important. Bien évidemment. Euh, on, on parle donc de restaurateurs, on parle aussi de ce chiffre qui est incroyable hein, pour un secteur. C'est ce 93% des restaurateurs en France qui sont autodidactes. On a la chance d'avoir Florent avec nous qui, pour le coup, confirme ce chiffre parce qu'il est autodidacte. Si tu veux bien, Florent, nous en parler un petit peu parce que c'est quand même extraordinaire. Exactement. Alors, autodidacte avec un peu de famille en restauration. Euh, j'ai été un peu avec eux quand j'étais jeune dans les restaurants, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'études pour devenir restaurateur. Après, ce que je dis souvent, en fait, c'est que c'est super bien qu'il y ait des autodidactes dans le métier de la restauration. C'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui est accessible, mais c'est pas pour autant que c'est simple. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui font qu'un restaurateur, il peut réussir en étant autodidacte, mais il faut quand même qu'il soit passionné et qu'il ait soif d'apprendre les essentiels. Ce que je dis souvent à mes franchisés, il n'y a pas énormément de choses à respecter pour faire passer un super moment à ses clients. Faut une hygiène exemplaire, faut l'amour des bons produits, il faut créer du lien aussi avec ses clients, être sans cesse à l'affût des nouvelles tendances, des nouveautés, parler avec Bernard de tout ce qui se trame. Mais en soi, on peut être autodidacte si on est vraiment intéressé, passionné et qu'on a cette conviction à faire les choses bien. C'est peut-être la meilleure école que suivre une école traditionnelle en restauration. Je prêche pour ma paroisse parce que du coup, c'est ce qui s'est passé. Tu as 100% raison. Et j'ai eu la chance d'écouter la semaine dernière à l'inauguration des nouveaux bureaux de OnePoint, Thierry Marx, qui est aussi autodidacte. Je crois que Bernard, tu le connais bien et qui a un parcours extraordinaire et qui pour le coup, n'a pas fait d'études, n'a pas fait de formation dans le secteur. Et aujourd'hui, on le connaît tous hein, avec ses multi-étoiles et ses nombreux restaurants. Je voudrais juste rajouter un petit mot sur les 93% d'autodidactes. Comme Florent, j'en suis un aussi, donc je ne critique pas les autodidactes, mais dans une période où la restauration se professionnalise, puisqu'on parle aujourd'hui de management des hommes et des femmes, on parle de gestion à cause de l'inflation. Bref, c'est un métier qui aujourd'hui, il faut savoir manager et gérer. Or, quand on est autodidacte, on n'a pas été formé au management et à la gestion. Et on s'aperçoit que les petits groupes, moyens groupes ou très gros groupes menés par des HEC, des subdeco, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, tu te rends compte, les mecs qui se lancent dans la restauration, pourquoi pas, aujourd'hui, ils ont été formés à ça, ces gars-là. Et aujourd'hui, ces groupes-là que nous, on suit, de grandes écoles, hein, issus des grandes écoles, comme par hasard, si on prend le management, ils ont un turnover à faire pâlir la profession, 14% de turnover, au moment où la profession a 78% de turnover. Donc ça veut dire qu'ils mettent en place des choses qu'on leur a appris pendant leur cycle, que les autodidactes ne connaissent pas, puisqu'on n'a jamais dû manager ni gérer. Et c'est là aussi le problème sur lequel on est aujourd'hui. Complètement. Et c'est encore une fois, merci Bernard pour cette transition, puisque comme tu l'as dit, le management, c'est un levier puissant et ça me permet de pouvoir présenter ces 6 points qui sont hyper importants. Peut-être que Bernard, tu peux continuer sur ta lancée et nous en parler un peu plus. Oui, je vais te donner des exemples. Enfin, avant de te donner des exemples, je vais te dire ce qu'on a fait en 2019. On a bossé pour l'UMI et on a fait une étude nationale avec, je crois, 1200, 1400 jeunes, je ne me souviens plus, etc. Et on leur a posé qu'une seule question. Qu'est-ce que tu reproches à la restauration pour ne pas vouloir y venir bosser? Question hyper open. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va se prendre dans la tronche, quoi. Et je m'aperçois que le salaire arrive en 19e position des griefs. 19e position. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en première position? Je te les cite.
la reconnaissance en numéro 1, l'absence de nouveaux défis en numéro 2, le manque d'évolution en numéro 3, les ambiances parfois pesantes en numéro 4. Donc tu vois, je ne vais pas tous te les citer jusqu'au 19e, mais on ne parle pas d'argent avant la 19e place. Donc on est véritablement sur une problématique de management. Il y a la cooptation rémunérée qui a été inventée encore une fois par des gars qui sortent des grandes écoles. C'est quoi la cooptation rémunérée? C'est si tu ramènes quelqu'un comme toi, en s'adressant aux équipes de salle, qui a la même banane, la même pêche, la même plaisir à faire plaisir aux clients, moi je te donne 50 ou 70 ou 80 euros tous les mois tant que la personne reste dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est renversement de la pyramide de management. J'ai vu des gars et des filles dans ces petits groupes, dans ces restos, qui se gèrent eux-mêmes. Ils ont 2, 3, 4 équipiers avec eux, ils les coachent. Pourquoi ils les coachent? Parce qu'ils ont envie qu'ils restent. Et pourquoi ils ont plus envie qu'ils restent? C'est pour qu'on touche mes 80 euros tous les mois à la fin de la fiche de paie. C'est franchement des nouvelles façons de travailler. Et puis il y a une ancienne façon qui a disparu et je ne comprends pas pourquoi elle a disparu. Moi, je suis un ancien de la restauration en salle et j'ai bossé chez Hippo. Et chez Hippo, on avait des briefings avant le service. C'est quoi un briefing? C'est toute l'équipe, du plongeur jusqu'au directeur, réunis au bar, debout. Et on se cohésion d'équipe, on explique ce qu'il faut faire aujourd'hui, quel est le plat à passer, quel est le machin, voire un petit challenge, celui qui vend le plus de machin, etc. Mais bref, toute l'équipe est là, boum, on se motive et boum, on ouvre les portes et on y va. Ça, je sais pas, il y en a qui disent c'est du management, il y en a qui disent c'est tout à fait naturel de faire ça. Ça se voit de moins en moins, malheureusement. Bref, ouais, il faut impliquer les équipes. Ouais, franchement, il faut impliquer les équipes. Complètement d'accord. Et toi, Florent, qu'est-ce que tu as pu mettre en place chez Pizza Cosy ou que tes franchisés ont potentiellement mis en place également, puisque comme le management est important? Mais clairement, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec Bernard. Moi, je trouve qu'il faut simplement en fait créer du lien. Et c'est du management, bien évidemment. C'est des entretiens individuels réguliers. C'est des fois demander simplement aussi comment ça va, prendre soin de son salarié, savoir s'il va bien, discuter un peu avec lui avant le service, après le service, prendre le temps d'un café. Les féliciter aussi. La cooptation, bah, bien évidemment, ça peut être une bonne piste. Mais vraiment, je mise sur le management, l'écoute, la bienveillance, être proche de ses équipes et faire qu'en fait, des fois, j'aime bien dire qu'on est un peu une petite famille, on bosse pas mal d'heures ensemble, 5 jours sur 7, des fois même plus. Et donc, il y a vraiment un intérêt à créer du lien pour avancer sereinement. Oui, Complètement aligné. j'ajouterais Vas-y, Bernard. j'ajouterais un truc qui est important, excuse-moi Victor, c'est que Vas-y. c'est un peu ce que disait Florent. Je pense que dans les restaurants aujourd'hui, il manque comment je pourrais dire, cette notion d'équipe. Il fut une époque où on disait il y avait la cuisine d'un côté, la salle de l'autre, ils se parlaient même pas, ils se tiraient même dans les pattes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, un restaurant, mais quel qu'il soit, qu'on soit en restauration rapide ou à l'étoile Michelin, c'est une équipe. Et cette équipe, il doit y avoir cohésion, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se motive, je veux dire, ouais, appelons ça du management si on veut, mais c'est tellement de bon sens en fait. C'est ça, ça reste C'est du bon tellement sens. bon sens. C'est exactement avec ça. Et j'en parlais l'autre jour dans un restaurant où j'étais à déjeuner. Et étant de la restauration également, j'aime bien discuter avec les serveurs. C'est toujours agréable, je trouve, d'essayer de découvrir un peu d'où ils viennent et pourquoi ils font ça. Il évoquait un peu on va dire, son ambition et qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Et en fait, ce qui était assez surprenant, c'est qu'il n'avait aucun projet de carrière au sein du restaurant. C'est-à-dire que il fait son job, mais en fait, il n'y a aucun engagement entre guillemets du restaurateur pour son équipe et de dire vous allez progresser avec moi, vous allez monter en compétences, etc. Il y a toute cette notion aussi qu'il n'avait pas et qui en tout cas qui lui posait problème. Et nous, chose qu'on vit également, c'est que on se rend compte vraiment, en tout cas au sein de Badakan, puisque c'est une de nos spécificités, c'est la gestion des extras. C'est qu'il ne faut pas les mettre de côté les extras. C'est que souvent l'extra, c'est celui qui vient ponctuellement en cas d'accroissement d'activité, faire une mission ponctuelle, entre guillemets. Mais en fait, c'est des vraies équipes et c'est ces personnes-là qui vont être aussi en contact direct avec les clients. Et donc, ils ont besoin d'avoir autant d'implication finalement un CDI qui va être là depuis longtemps, puisque le client, au final, il ne doit pas ressentir le fait que
ce soit une personne qui est là ponctuellement, qui va le servir ce soir. Il s'attend à une qualité de service identique. Donc, c'est vraiment voilà, favoriser tous les types de profils que vous avez au sein de l'établissement qui est hyper important. Et moi, je Tout à rajouterais un fait. truc. Pardon, Florent, Bernard. pardon, vas-y. Non, je voulais juste rajouter un truc parce que moi, je m'interroge souvent sur le problème de la pénurie de personnel. Moi, je me demande si l'enjeu n'est pas, à mon avis, de recruter. Oui, c'en est un. Mais je pense que l'enjeu le plus important, c'est de garder l'équipe qu'on a. Parce que si on arrive à fidéliser un employé, une équipe, on attirera de nouveaux talents qui viendront voir pourquoi tu restes longtemps dans cette boîte, etc. Beaucoup de restaurateurs m'ont dit chez Jira, tu devrais chiffrer ce que coûte le turnover. Le turnover doit coûter une fortune. Bien sûr. Mais ils ont raison. Moi, Bien j'arrive sûr, pas à le chiffrer parce que je ne sais pas comment ça chiffre, mais le turnover coûte une fortune. On recrute, on forme, on met dans l'équipe, etc. Le gars, il s'en va et on recommence. Et il y a des restaurateurs qui m'ont appris un truc que je ne savais pas, c'est 50% des recrutés ne viennent pas au premier service. C'est-à-dire qu'on leur dit, ouais, t'es embauché, tu viens lundi, ils ne viennent pas. 1 sur 2, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos méthodes de recrutement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les méthodes de recrutement, il y a un truc qui ne va pas. Et puis après, t'allais rebondir. Ouais, carrément. Je pense que c'est bien aussi de donner un peu de la vision à ses employés. Si on est un restaurateur, on a envie de faire forcément plus de chiffres, des fois dupliquer une deuxième unité, du moins une seconde, une troisième et voire plus. Je parle pour mon cas parce que je suis parti à l'âge de 20 ans. J'avais un restaurant, enfin une pizzeria, on était deux à l'intérieur. C'était en 2010. On a dépassé les 65 points de vente cette année et forcément, on a des profils qui à la base viennent pour faire de la livraison, mais qui ont plein de compétences en parallèle, qui sont en études sup, et où on peut vraiment se positionner en se disant, bah ok, continue à faire tes études. En parallèle de tes études, viens faire le job de livreur chez moi, mais peut-être que demain, tu deviendras un autre profil dans mes équipes. Et moi, j'ai beaucoup d'histoires comme ça. Mon premier livreur, il est devenu franchisé et multifranchisé. Et il a aujourd'hui 18 salariés et 2 pizzas cosy. Et la deuxième anecdote, c'est que le DAF de mon groupe, en 2015, c'était un livreur qui était en études sup. Et je lui ai dit, continue à faire tes études, continue. Il les a continuées. Et puis après, je me suis staffé en DAF. Et du coup, il a gravi tous les échelons. Bien évidemment, il a des formations. On travaille ensemble pour vraiment qu'il monte en compétences. Mais comme quoi, en fait, des fois, on peut être livreur et avoir ça peut être dingue les évolutions qu'on peut avoir. Carrément. Et juste, Florent, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que tu as dit, quand tu es à la tête d'autant d'établissements, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour justement, comment tu montres l'exemple à toutes tes équipes, parce que c'est jamais si évident que ça, hein, quand on a une multitude d'établissements, de toujours incarner, entre guillemets, la tête de ta marque. Est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu pourrais partager à nos invités? Après, d'une autre manière, on dit que pour impliquer les équipes, ça passe par pas mal de sujets. Bien évidemment, quand tu es restaurateur, il faut montrer le bon exemple, donc il faut être sur le terrain, il faut savoir faire ce que tu leur demandes de faire, c'est quand même un peu le b.a.-ba. Après, il y a pas mal de choses qui se passent en début et en fin de service, il y a des prises de parole et des retours un peu sur ce qui se sont passés. Nous, chez Pizza Cosy, on met aussi des concours de façon mensuelle. On va sortir une nouvelle boisson qui est très bonne pour la santé, typiquement du kombucha. Allez, quel magasin vend le plus de kombucha? On essaie de les impliquer un peu dans tous ces petits jeux. Il y a des réunions régulières. Et puis, avec tous les managers, on se pose une fois par mois, une fois qu'on a sorti les chiffres, et on se dit quels sont les indicateurs qui sont importants dans la restauration pour qu'en fait l'activité se porte bien. Alors nous, c'est marge, masse salariale, chiffre d'affaires, avis client. Bon, ok, on s'en met 4-5, et puis on se challenge par rapport à ça. Et si ils y arrivent, et en fait, on leur débloque des primes. Et tout ça fait qu'en fait, ça les implique. Et puis nous, bien évidemment, on est au quotidien avec eux pour travailler sur tous ces sujets et pour qu'ils arrivent à réussir et à atteindre leurs objectifs. Alors, je super. rebondis sur ce que dit Florent, qui est très, Vas-y. très intéressant. Il parle de challenge au niveau de ses franchisés. Bravo.
Mais descendons d'un cran. Pourquoi on ne refait pas, parce que ça se faisait il y a quelques années, des challenges dans l'équipe. Celui qui vendra le plus de, peu importe, d'évian, de verres de vin, etc., il aura quelque chose. Et ça, les équipes adorent parce qu'ils nous reprochent qu'il n'y a pas de nouveaux défis, tout ça. Ils adorent les jeux, les compètes, les concours. Et pourquoi pas motiver et challenger les équipes comme ça sur celui qui vendra le plus de. Et les équipes adorent, nous on l'a mis en place chez certains de nos clients, les équipes adorent faire ces jeux-là. En plus, ils le prennent avec le sourire et si on perd, c'est pas grave, on est content que ça soit machin ou truc qui est gagné. Ça aussi, ça fait partie de l'ambiance et l'esprit d'équipe, la cohésion. Bah, carrément. Et tu peux même rajouter, on le faisait pendant mes études en hôtellerie-restauration, bah aussi le fait de créer un plat. Tu donnes à tes équipes, maintenant c'est vous qui allez, je sais pas, définir, je prends l'exemple de Florent, mais une pizza spécifique et ils peuvent tous se challenger sur quelle va être la pizza du jour de demain, tous ensemble et du coup créer aussi une initiative d'équipe sur cette création. Ça peut mettre cette créativité dans les équipes. Clairement, Et et là, évidemment, vraiment, on parle vas-y. de responsable de restaurant avec ses équipes. C'est vrai que moi, je le vois à l'étage au-dessus parce qu'en fait, c'est plus le franchiseur vis-à-vis de ses franchisés, mais ça découle bien évidemment sur les équipes. On a fait un concours interne à Pizza Così, c'est-à-dire qu'on a sollicité les 600 salariés du groupe en leur disant réfléchissez tous à une recette et cette recette, eh ben, elle va être notée. Il y en a 15 qui vont être retenus et on va tous se donner rendez-vous dans un point de vente à Grenoble. On a fermé le point de vente et on a fait en fait un super concours où il y a eu 15 pizzaiolos qui ont parlé de leurs recettes, qui nous ont fait goûter leurs recettes. Et il y a eu un gagnant, Gauthier de Marseille, qui a sa pizza dans tout le réseau, donc dans les 68 Génial. magasins. Il y a la pizza de Gauthier qui est pizzaïolo à Marseille. Donc carrément, il y a pas mal de choses pour les impliquer les équipes. Complètement. Et nous, on le voit aussi, hein, côté plus innovation, donc avec la mise en place d'outils digitaux, un peu comme Badakan, hein, le logiciel RH, où bah, en fait, on se rend compte de plus en plus que les départements RH impliquent les opérationnels dans le choix du logiciel. Parce que c'est hyper important que bah, dans la sélection, il y ait aussi l'avis d'opérationnels, évidemment pas tous, parce que c'est compliqué de faire intervenir tout le monde, mais en tout cas de prendre ceux qui ont potentiellement l'établissement avec certaines spécificités pour qu'il y ait un peu on va dire un jury au sein de l'entreprise pour la sélection. Et en tout cas, ça marche super bien et les équipes, bah, elles s'impliquent. Et du coup, en plus de ça, évidemment, on favorise la mise en place puisque quand l'équipe a choisi, bah, plus vous avez même à mettre en place l'outil qui a été sélectionné. Je vous propose, messieurs, une fois qu'on a parlé bah, justement des leviers que le management pouvait avoir comme impact, bah, de parler justement de quels sont les impacts que ça peut générer au sein de l'entreprise. Et Bernard, je te laisse la main pour introduire ce sujet. Alors, sur la slide d'avant, j'ai oublié de dire un truc parce que sur la slide d'avant, il y avait Vas-y. développer le bien-être dans l'entreprise. Donc, je vais revenir là-dessus 2 minutes. Et tu l'as dit très justement au début, chacun d'entre nous, pendant les confinements, a réfléchi à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle. Et dans la catégorie de la vie professionnelle, il y a des gens qui ne veulent plus bosser comme avant, qui ont décidé de ne plus bosser comme avant. Et j'ai quelques clients à moi que j'ai convertis en disant peut-être qu'il faut qu'on fasse autrement le recrutement. Ils me disent ah bon, comment? Je sais pas. Pourquoi on passerait pas en contrat plus court que 24 heures? Il y a aujourd'hui des gens qui veulent bosser en dessous de 24 heures. On me dit c'est pas légal. Si, c'est légal de bosser 12 heures ou 18 heures à condition que les deux parties signent. Contrat plus court en temps choisi et non pas en temps imposé. Ça veut dire, et moi j'ai assisté à des recrutements avec mes clients, on leur demandait, dis-moi quand tu veux bosser, on s'adapte. Toi tu veux bosser que le midi, pas de souci. Toi tu veux bosser que le week-end, pas de souci. Pourquoi il faut qu'on aille dans ce sens-là? C'est parce que j'ai l'impression que le rapport avec le monde du travail est en train de changer fortement depuis les confinements. Donc, c'est à l'entreprise maintenant de s'adapter au rythme de vie que souhaite le salarié et non plus le contraire. Je pense que c'est vers cette voie-là qu'il faut qu'on s'engage pour revaloriser ce métier, pour revaloriser le travail et puis pour répondre à cette demande de temps libre. Je pense notamment à des entreprises, et après dans la restauration, où on réfléchit à la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours est une excellente voie d'exploration sur laquelle il faut qu'on bosse.
Et il y a des entreprises aux États-Unis, à Londres, qu'on a vu aujourd'hui être beaucoup plus productives sur 4 jours que sur 5. Et ben, c'est gagné. Et en plus, on lui file 3 jours de repos consécutifs. Mais tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et en plus, ces chefs d'entreprise disent, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cet excellent documentaire qui s'appelle Time to Work. Je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est un tour d'horizon des meilleurs managements innovants dans le monde. Ces employeurs disent, j'y suis allé à reculons sur la semaine de 4 jours, mais franchement, je ne le regrette pas parce qu'après 3 jours de repos, ils arrivent avec une pêche et une productivité incroyable. Et ben voilà, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Il faut vraiment qu'on enlève nos œillères de management à l'ancienne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est fini. Ben, tu as complètement raison. Et pour le coup, il y en a aussi, on l'a vécu nous, personnellement, qui disent oui, mais comment je fais? Parce que concrètement, c'est compliqué de faire les plannings quand je mets tout ça bout à bout. Et ben, les logiciels sont aussi faits pour ça, pour accompagner les managers à justement la planification. Et c'est une super transition. J'en profite aussi pour vous dire à tous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va y répondre juste après, qu'on puisse évoquer les impacts que ça peut générer au sein de l'entreprise. Peut-être que Florent, tu peux nous donner quelques exemples que tu peux avoir chez Pizza Cosy, peut-être sur la marque employeur, sur ta productivité, que tous tes challenges, etc., tu as pu mettre en place peuvent avoir l'effet. De toute façon, si on prend des salariés à qui on est vraiment, on met toute cette bienveillance et on met toutes ces bonnes pratiques, forcément, ils vont être engagés parce qu'ils se sentent écoutés, ils se sentent soutenus. Les équipes, elles sont davantage impliquées, motivées, donc forcément, il y a une meilleure productivité. Qui dit meilleure productivité dit super service client. De toute façon, c'est clair, hein, c'est un peu un très bon écosystème et tout marche, tout va dans le même sens. Si les salariés se sentent bien, forcément, ils vont faire du bon boulot vis-à-vis des consommateurs. Les consommateurs seront ravis, donc ils vont forcément laisser un bon avis. Si on a un bon avis, il y a des gens qui vont revenir dans les points de vente. Et puis après, on va travailler avec les salariés par rapport, comme je disais tout à l'heure, aux indicateurs de performance comme la marge pour après penser à la rentabilité de la société. Mais du fait de les impliquer sur tous ces sujets, ils se sentent vraiment concernés. Et si en plus de ça, comme je disais juste avant, on est bienveillant avec eux, il n'y a pas forcément de raison d'avoir un gros turnover. Je pense qu'il y a un gros turnover et c'est compliqué quand on laisse un peu les équipes face à elles-mêmes, qu'on n'est pas à même à tout le temps les former. La restauration rapide ou la restauration traditionnelle, ça évolue à vitesse grand V. Et si on arrive à leur faire prendre conscience que nous-mêmes, en tant que gérant, on a pris conscience des évolutions que la société devait avoir, ils se sentent forcément impliqués. Et donc, nous, on essaye de mettre ça en place avec tous nos gérants, avec tous nos franchisés, pour qu'ils aient vraiment conscience de tous ces enjeux et qu'ils soient ultra impliqués pour qu'il y ait un bon mood dans les restaurants. Complètement, tu as 100% raison. J'ajouterais sur le slide qu'on a sous les yeux, on parle de productivité. Il faut quand même aussi qu'on parle de productivité, même si on parle de management. D'ailleurs, je me demande si l'un n'est pas lié à l'autre, mais bon, bref. La productivité, je pense qu'il faut qu'on prenne modèle sur les grands groupes de restauration ou les grands groupes de fast-food burgers qui, eux, ne travaillent pas la productivité horaire, mais travaillent une productivité par rapport au chiffre d'affaires qu'on doit faire, le nombre de personnes qu'on doit être. Alors, je vais te donner quelques exemples sans trahir de confidentialité. Par exemple, le leader du burger que vous connaissez tous, il a une méthode de calcul qui est hyper simple. C'est 1 000 € par personne. Autrement dit, on va faire 10 000 € demain, il faut qu'on soit 10. Ça marche à tous les coups. Quand tu es plutôt dans une brasserie qui est ouverte toute la journée, un peu ce style-là, etc., on est plutôt sur 470 € par personne. Et quand tu es dans la bistronomie, tu es sur 560 € par personne. Il faut que chaque restaurateur, qu'il soit petit, grand, en milieu rural ou en région parisienne, peu importe, calcule sa productivité pour savoir comment il se situe. Parce que
il y a des restaurateurs qui ont une mauvaise productivité parce que peut-être qu'ils ont trop de personnel ou parce qu'ils ne vendent pas assez cher. Bref, c'est des calculs qu'il faut absolument faire pour ensuite rétablir sa productivité. Et cette productivité, il faut en parler à l'équipe, que notre objectif, c'est de passer à 560 € par tête ou à 480, peu importe. Mais que toute l'équipe sache qu'on calcule notre productivité et que peut-être il serait souhaitable qu'on atteigne ce chiffre-là pour qu'on soit rentable, parce que si on est rentable, ben on augmentera les salaires et on aura des primes, etc. Il faut vraiment impliquer les équipes dans ces réflexions et dans ces raisonnements. Complètement et je rajouterais aussi, tu as complètement raison, cette notion de productivité est très importante et nous on le voit, hein, c'est aussi, l'impact, de la productivité quand, typiquement je vous prends un exemple assez classique, mais vous êtes un manager, vous avez des extras par exemple, vous avez besoin de faire des contrats de travail parce qu'un extra nécessite toute une chaîne administrative aussi lourde que du CDI. Quand vous équipez d'un outil, le manager va passer moins de temps à faire, des tâches chronophages et donc va être plus proche de ses équipes et plus proche des clients et ça aussi, ça a de la valeur. On parle de productivité comme Bernard l'a fait, liée à un chiffre d'affaires, mais il y a aussi cette productivité qui va être au service des équipes et des clients, et donc c'est important d'avoir une organisation qui permet de essayer de simplifier la plupart des tâches qui sont un peu chronophages et rébarbatives pour justement se refocus sur des choses, qui ont de la valeur, s'occuper du client et s'occuper de ses équipes. Génial. Je vous propose d'entamer, cette session de questions-réponses avec, une question de Loïc, qui nous parle de la coupure en restauration. Heu, Quelles sont les solutions qu'on a pu découvrir et qu'est-ce que potentiellement, toi, Florent, tu as pu mettre en place, chez Pizza Cosy, pour justement éviter potentiellement les coupures entre, 2 shifts qui sont entre guillemets, «le classique» d'un shift, dans la restauration? Chez Pizza Cosy, on a, j'ai envie de dire, à 95% des magasins qui sont ouverts le midi et ouverts le soir. On n'est pas ouvert en continu. Nos horaires, c'est à peu près 10h30, 11h. Le matin, on fait arriver les équipes en décalé et on ferme aux alentours des 13h30, 14h30. Pareil, ça repart en décalé. Rouverture à 17h et on referme aux alentours des 22h. Donc voilà, nous, en fait, on a toujours ce décalage. On n'a pas des ouvertures en continu. C'est pas vraiment des grands restaurants à proprement dit. On n'est pas trop en région parisienne. On a des restaurants qui ouvrent en continu uniquement ceux qui sont sur la côte atlantique l'été parce qu'il y a un gros afflux de touristes. Mais sinon, les restaurants qui sont en province, c'est vraiment de service. Et toi, Bernard, est-ce que tu as vu chez tes clients, des choses qui pourraient, justement aider nos invités à potentiellement trouver une nouvelle organisation? Bah, il n'y a pas de nouvelles organisations. Je pense que c'est du bon sens. Alors, la coupure, excusez-moi de te dire ça, mais c'est totalement dépassé. Plus personne ne veut. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des salariés dans la restauration qui veulent avoir plus de temps libre, que leur rythme de vie soit respecté. Alors, tu penses bien que la coupure, quand on te dit tu rentres chez toi à 14h et tu reviens à 18h, qu'est-ce que la personne peut faire en 4 heures alors qu'elle habite hyper loin, elle n'a peut-être pas de voiture. Enfin, c'est totalement dépassé la coupure. Donc aujourd'hui, nous accompagnons également des restaurateurs qui nous disent OK, il n'y a pas de coupure, donc comment on fait? Eh ben, on travaille aujourd'hui avec deux équipes. Alors on me dit ouais, mais deux équipes, ça coûte très cher. Non, si on les prend en contrat vachement plus court, si on fait rentrer des temps partiels au lieu de prendre des temps complets. Donc, c'est des calculs qu'il faut faire aujourd'hui parce que deux équipes, c'est la solution, mais pas deux équipes à temps complet. Et sachant qu'aujourd'hui, et ça on l'a vérifié, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas travailler à temps complet dans la restauration, mais qui veulent faire quelques heures dans la semaine, quelques heures le week-end, etc. Et bien, travaillons comme ça. Il y a aujourd'hui des applis qui peuvent gérer ces plannings que les restaurateurs me disent très compliqué. Tu ne te rends pas compte, je vais passer de 15 lignes de salaire à 32 lignes de salaire. Oui, où est le problème? Où est le problème? Il y a des applis qui le font Eh très ben, bien. C'est pas ça le problème. tu as 100 raison et nous, c'est notre quotidien, justement d'accompagner les restaurateurs, à justement la gestion de leur planning et la grosse plus-value, évidemment, c'est
tu parles de paye, parce que évidemment, si j'augmente mon nombre de collaborateurs, j'augmente mon nombre de paye. Mais aujourd'hui, des outils comme Badacan se connectent à la paye pour envoyer des variables et donc également d'avoir des solutions qui sont pas forcément simples et fluides, pas forcément qu'on peut, comme on pouvait connaître à l'époque, avec des fichiers Excel pour envoyer les différentes variables. Donc c'est un super sujet. Je rebondis sur Et une puis question sans, toujours et de puis Loïc sans qui. ces applis, Vas-y, vas-y. ouais, excuse-moi Victor, je rebondis sur ce que tu dis, et sans Vas-y, ces vas-y, je t'en applis prie. avant, parce qu'aujourd'hui il y a Badacan, c'est super, mais avant, comment on faisait avant le plongeur il vient pas et je le sais à 10 heures, donc je passe 3000 coups de fil jusqu'à ce qu'un plongeur dise je viens. Mais aujourd'hui, si tu as une Bah ouais. appli, tu lances une notification à toute ton équipe, j'ai besoin de quelqu'un à midi, le premier qui répond, tu viens, puis voilà. Enfin, je veux dire, il faut travailler avec des outils actuels, quoi. Exactement. Et alors, juste une question pour toi, Bernard, de Loïc, qui rebondit sur le sujet de la productivité. Il voulait savoir si, hop là, qu'est-ce qu'on incluait dans justement cette notion de productivité, juste les opérationnels, ou est-ce que également les équipes support, compta, marketing? Alors, c'est une très très bonne question. On ne prend pas les fonctionnels dans ce calcul, ce ne sont que les opérationnels, ça l'équilibre. Mais je vais, Loïc, te donner un exemple très très clair. Tu connais très certainement les brasseries au bureau. Au bureau, pour faire 6 000 euros dans la journée, il faut qu'il soit 13, 8 en salle, 5 en cuisine. Donc, on élimine les fonctionnels dans ce calcul-là. Et aujourd'hui, nous, on encourage les restaurateurs à calculer leur productivité, la faire évoluer, mais la suivre en permanence. Et ça permet aussi de faire de l'anticipation et de la prévision. Quand on sait que samedi, par exemple, on va pousser une pointe, je dis n'importe quoi, à 2500 euros, si je connais ma productivité, je sais combien il faut qu'on soit samedi. Donc, plutôt que d'y aller un peu au hasard et dire, ah, on a trop de personnel ou alors on n'a pas assez. Donc, il faut vraiment travailler avec ces ratios de productivité en permanence. Et Bernard, je rebondis là-dessus. Est-ce que, au même titre qu'on parle d'indicateurs de performance, marge, masse salariale, est-ce qu'il y a des indicateurs qui disent le taux de productivité en restauration rapide, c'est tant, en restauration traditionnelle, c'est tant? Est-ce qu'il y a vraiment des taux qui sont, enfin des taux, un montant? Oui, je te donnais tout à l'heure la productivité par personne chez le leader du burger. Lui, il est à 1000 euros. Alors, je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui à 1000 euros. J'ai des clients qui sont dans la restauration rapide en milieu rural, on est à 600 euros. Tu vois, donc on ne peut pas Ok, comparer le numéro un avec un petit resto. Mais 600 je euros, pense, je suis c'est désolé, déjà bien. c'est un très très bon ratio. Je Ok. trouve que 1000 euros, on pousse la machine un peu beaucoup. Voilà. Un peu loin. Parce que c'est bien d'avoir une super productivité, mais après, a-t-on assez de personnes au service du client? Alors attention de ne pas tomber au sens inverse, quoi. Et on calcule, on dit 600 euros par personne, mais sur une journée full, on ne pourrait pas le ramener à l'heure, plutôt le taux de productivité, et de se dire Mais c'est X euros de l'heure. tu peux ramener ça à l'heure. Alors, c'est facile quand tu es ouvert du matin au soir. C'est un peu compliqué pour les restaurants traditionnels, dont on a des clients en milieu rural qui ont un restaurant, ils ferment à 14h30, ils réouvrent à 19h. Là, il faut faire de la productivité horaire par service. Donc, ça se complique un Ok. peu, mais c'est faisable. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est quand tu es ouvert de 11h le matin jusqu'à 23h, faire une productivité découpée horaire sur toute la journée. Et c'est là où on voit les moments où on a trop de personnes, les moments où on n'a pas assez aussi. On est bien d'accord. Complètement. Et une question justement sur tous ces sujets un peu de productivité, mais c'est Omar qui nous la pose, ouais. C'est à l'heure aujourd'hui du paiement par CB et par smartphone, qu'en est-il des pourboires? Est-ce qu'il faut-il l'intégrer dans le prix final de l'addition? Est-ce que toi, Florent, justement, comment tu gères aujourd'hui cette question de pourboire au sein de tes établissements? Alors, j'allais dire, je vais laisser la réponse à Bernard. Nous, on gère les pourboires de façon très, très simple. On est encore à la vieille école, c'est-à-dire qu'on a un petit pot à pourboire et les gens viennent mettre une pièce ou ils la donnent au livreur de main à main. Et après, ils se font un pot commun et vont boire un coup ensemble. Mais nous, on n'a pas encore de pourboire digitalisé sur le TPE ou quoi que ce soit. Et je pense que Bernard aura une meilleure vision que moi par rapport à tout ce qu'il voit en termes de restauration. J'ai pas une Ça meilleure marche. vision que toi, Florent. Je dis juste que toi, tu fais ton petit pot à l'ancienne.
Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le pourboire digitalisé, lorsque je prends mon téléphone et que je paye sur une appli type Sunday et autres, il y en a plein, attention, ça ne dégage pas plus de pourboire. Donc, je pense que le pourboire, c'est un vaste sujet où on n'a pas encore trouvé la solution. Moi, je dis que le vrai pourboire ou la vraie évolution du salaire des gens qui sont en contact direct avec le client, c'est ce que font les Espagnols, les Portugais et les Grecs. Lorsqu'à la fin du repas, ils t'amènent le TPE, il y a marqué avant que tu valides avec ton code, est-ce que tu veux rajouter 10, 15 ou 20% de plus? Selon quoi? Selon le service que j'ai eu. Et là, les consommateurs mettent ou mettent pas. Et là, j'ai posé des questions à des serveurs, des serveuses en Grèce, au Portugal et en Espagne. Ils me disent, je sais ce qu'il faut faire pour avoir 10, 15 ou 20%. Bah oui, évidemment, ça me paraît tellement logique une fois de plus. En France, on a un problème quand même, c'est que si je travaille en salle, j'ai un salaire fixe, je suis à temps complet, que je fasse bien ou pas mon boulot, que j'ai la banane ou pas, bah, j'ai le même salaire à la fin du mois. Ce n'est pas normal dans un métier de service, je suis désolé. Alors les syndicats me disent, on ne peut pas payer au mérite. Bah, pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous signale au passage que les Américains qui ont le TIPS depuis 50 ans viennent depuis 2-3 mois de le rendre non obligatoire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut donner la main au client de compléter le salaire du serveur ou de la serveuse ou du pizzaiolo qui s'occupait de moi. Mais bien sûr. Complètement. Et question maintenant de Colline, pardon. Et Bernard, est-ce que tu as ces ratios, mais elle demande à combien doit s'élever le cost personnel aujourd'hui, ou si jamais on n'a pas le pourcentage ou une fourchette approximative. Bah, alors, tout dépend le concept de restauration que tu as, parce que les costes personnels dans la restauration rapide, dans un étoilé Michelin, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, alors le cost moyen France, tout confondu, est aux alentours de 40%. Mais attention, il y en a qui volent à 28% et il y en a qui volent à 60-65%. Parce que tu penses bien que dans un étoilé Michelin, tu payes très très fort ton maître d'hôtel, ton chef de rang, etc. Et dans la restauration rapide, tu n'as peut-être pas besoin de payer très très cher parce qu'il y a des compétences très différentes dans toutes ces formes de restauration. Mais pour répondre à sa question, effectivement, on est aux alentours de 40% aujourd'hui de frais de personnel chargés et 32% de coûts matières. C'est national, hein, ce qui nous amène à un prime cost de 72%. Là aussi, on peut se benchmarker avec tous les autres par rapport à son restaurant. Mais il y a des établissements qui ne peuvent pas descendre en dessous de 90%. Je fais de prime cost, je fais référence aux 3 étoiles Guide Michelin. Un 3 étoiles Guide Michelin, quand il ouvre ses portes le matin, il a déjà perdu de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font de la télé, du conseil, qu'ils font des bouquins. Parce qu'un 3 étoiles ne peut pas gagner de l'argent. Ne peut pas gagner de l'argent. Ouais, c'est très clair. Je rebondis sur une question de Nathalie qui revient sur le sujet que tu évoquais tout à l'heure, Bernard, et au niveau de la coupure et justement de ces contrats à temps partiel qu'il faut mettre en place dans l'établissement pour éviter d'avoir des personnes en coupure. Et elle demande comment les rendre attractifs. Elle évoquait tout à l'heure aussi le fait d'avoir des collaborateurs à temps partiel qui, en fait, finalement, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins parce que leur contrat n'est pas suffisant. Est-ce que tu as une remarque à apporter à cette question? Comment attirer des gens qui veulent travailler sur des contrats courts, c'est ça? Ouais, ou C'est ça la comment question? rendre le contrat à temps partiel, c'est plutôt comment rendre le contrat à temps partiel attractif pour des gens qui potentiellement l'avaient peut-être pas imaginé au départ, quoi. Je pense qu'il n'y a pas à le rendre attractif puisque c'est une demande de la part de gens qui sont en France et qui veulent travailler 12 heures, 14 heures, 18 heures ou 32 heures. Donc c'est du temps partiel voulu. Alors quand je dis qu'aujourd'hui il vaut mieux recruter sur du savoir-être que sur du savoir-faire, on me dit mais où on va chercher ces gens-là qui sont balèzes en savoir-être, ils ont la banane, etc., mais ils ne savent pas porter 4 assiettes. Eh ben, avec certains de nos clients, on a fait des appels aux mairies. Alors, les mairies sont très étonnés qu'on vienne les voir. On a dit voilà, est-ce que vous pouvez faire appel à vos ressortissants, vos habitants, en leur disant qu'on a quelques heures à leur donner s'ils veulent venir. À chaque fois qu'on a fait ça, on a eu une demande supérieure à l'offre de parents au foyer, femmes et hommes, de retraités,
d'étudiants, enfin, bref, des gens qui voulaient travailler quelques heures, qui ne veulent pas en faire leur job, qui veulent compléter leur rémunération mensuelle ou avoir une petite rémunération. Et en plus, je vais te dire, quand tu fais 12 heures ou 16 heures dans la semaine, tu fais ça avec la banane, ça t'amuse. Il y en a qui sont rentrés, on a vu rentrer des femmes au foyer dans des restaurants qui arrivent à midi et à 13h45, ils sont repartis, mais ils ont la banane, ils sont contents, ils s'amusent. Mais qu'est-ce que souhaite le client? Qu'est-ce que souhaite le client? Ah ouais, t'as bien répondu. Je vous propose de finir sur cette question de Omar qui nous demande quels sont les KPIs auxquels être attentif en matière de management en restauration. Je vais te laisser Florent répondre. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les indicateurs, les KPIs les plus importants, c'est la marge, la masse salariale. Donc là, on va parler de ratio. Comme disait Bernard, faut se dire quels sont les indicateurs de performance qui sont bons par rapport à mon activité. Je suis en restauration rapide, je fais de la pizza. Je sais que pour être performant, il faut que j'ai entre 25 et 30 en matière première. Il faut que j'ai entre 25 et 30 en masse salariale. Donc la marge et la marge brute pour le produit et la masse salariale, pour moi, c'est deux indicateurs où il faut vraiment être focus là-dessus. Il y a aussi, pour moi, un indicateur qui est hyper important, c'est les avis clients. On a plein de plateformes, que ce soit du Google, du Facebook, il y en a plein, plein, plein. Nous, on consolide tout ça et en fait, bah, ça donne une note sur 5. C'est hyper important parce que bah, ça donne un peu l'état d'esprit du point de vente, l'état d'esprit de l'équipe. Voilà, bah, il y a le KPIs aussi en termes d'indicateurs, c'est le chiffre qu'il faut faire pour que le magasin soit rentable. Mais si on a le bon chiffre, on a le bon ratio de marge, de masse salariale, on a une bonne note en termes d'avis client, c'est déjà pas mal. Et puis après, en réseau, nous, on va vraiment mettre aussi l'accent sur l'hygiène dans le point de vente. C'est très, très important. On a des notes par rapport à des sociétés qui passent dans les points de vente pour noter les bonnes pratiques et mettre une note sur 100. Et donc ça, c'est un indicateur qui est hyper important pour nous parce qu'en restauration, c'est un peu la carte de visite, je trouve. C'est la propreté parfaite de l'établissement, que ça soit en cuisine, que ça soit en salle, que ça soit même aux toilettes. C'est très, très, très important. Donc moi, voilà, c'est vraiment un peu les indicateurs que je mets en lumière et où on travaille avec les franchisés et nos salariés pour être bon sur ces ratios. Si on est bon sur ces ratios, c'est déjà pas mal. Après, il y en a plein d'autres aussi, mais pour moi, c'est les principaux. Évidemment. Génial. Merci Florent. Est-ce que Bernard, tu veux compléter ou pas? Je voudrais dire que nous, côté marketing, côté client, on dit que le client, il est passé en volonté d'hyper proximité avec son restaurateur. Il veut en savoir plus sur lui, etc. Transparence, d'où vient tes fournisseurs, etc. Mais dans le management, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. On a affaire à des salariés aujourd'hui qui souhaitent avoir une hyper proximité avec leur patron, avec leur boss, avec leur employeur. Mais c'est quoi une hyper proximité? C'est une transparence totale en permanence entre l'équipe et le patron du restaurant. Mais la transparence totale, c'est facile à dire, mais il y a des restaurateurs qui ne sont pas prêts à la transparence totale. Mais aujourd'hui, on a une génération de jeunes salariés qui ont envie de cette transparence parce qu'ils se sentent impliqués, ils se sentent reconnus. Et ça aussi, c'est compliqué, l'hyper-proximité dans le travail quotidien avec son employeur, ou dans l'autre sens d'ailleurs, son employeur vis-à-vis de son équipe. Mais je pense que c'est en allant vers cette hyper-proximité qu'on va mieux manager déjà les équipes. Parce que les équipes en ont besoin, ils veulent ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le management de papa d'hier, je crois que c'est terminé. Évidemment. Merci à tous les deux. Je vous propose de faire un petit mot de la fin pour clôturer ce webinaire. Et Bernard, à toi l'honneur. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut manager, je me répète, mais c'est quoi manager? C'est qu'il faut vraiment qu'on repense notre recrutement, notre façon de recruter. Alors déjà, il faut commencer à faire rêver. Il faut être vendeur, il faut se différencier, il faut attirer. Enfin bref, voilà. Parce que j'ai vu des annonces passer, franchement, ça donne pas envie. Puis d'autres qui donnent vraiment envie. J'ai même vu une annonce passer. Vous aimez le contact client, vous aimez faire plaisir aux clients, venez rejoindre une équipe de ouf avec un numéro de téléphone. Voilà. Quand tu dis ça,
tu as vachement plus envie que recherchons chef de rang, homme, femme, qui fera tant d'heures avec coupure. Oh, d'accord, ok. Après, il faut intégrer. Et ça aussi, c'est compliqué, c'est pas facile, on ne le fait pas tous, d'intégrer quelqu'un qui arrive. Mais c'est normal, on arrive dans un univers qu'on ne connaît pas, dans une équipe qu'on ne connaît pas, avec un boss qu'on ne connaît pas. La moindre des choses, c'est qu'il y ait une phase d'intégration. Et puis après, il faut manager, évidemment, récompenser. Alors ça, récompenser, on n'est vraiment pas bon en France là-dessus. La récompense, elle peut être aussi en nature. Nous, on a mis en place chez nos clients la technique du PSI, peu, souvent à l'improviste. On lâche, je sais pas moi, un coiffeur, 2 places de cinéma, un repas pour 2 au restaurant. Ça coûte quoi? Ça coûte le prix d'achat. C'est vachement moins cher que de filer une prime et ça marque, à mon avis, beaucoup plus ce type de cadeau. Et puis enfin, si on continue dans les verbes, ouais, calculer, et là je fais référence à la productivité. Il faut vraiment suivre ça de très très près. Très près. Génial. Merci beaucoup, Bernard. À toi, Florent. Moi, si je résume, c'est un peu travailler avec les équipes, comme je disais tout à l'heure, avec de la bienveillance, en prenant en compte qu'il y a pas mal de formations à mettre en place si on veut devenir bon et faire monter les équipes en compétences. Travailler bien évidemment avec des outils comme Badakan, et puis se fixer des objectifs, les rémunérer par rapport aux objectifs atteints, et tout ça en fait en se faisant plaisir. Et je pense que si on applique un peu tout ça, ça devrait assez bien se passer. Génial. Ouais, Merci moi beaucoup, j'aime bien Florent. l'expression Florent, se faire plaisir. Se faire plaisir, je pense que les employeurs aussi, les salariés ont envie de se faire plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, le travail, ambiance pesante, j'en Non, parlais tout à l'heure. Ouais, se faire plaisir, c'est une bonne conclusion, Florent. c'est un bon mot de la fin, exactement. Ouais. Sans redire ce que vous avez dit, parce que je suis 100% aligné, et je pense qu'aujourd'hui, on a des outils justement pour nous permettre de suivre et de pouvoir améliorer le management, et donc suivre les bonnes KPIs, suivre, et en tout cas utiliser des outils de planification pour harmoniser les équipes et leur faire plaisir aussi dans leur temps de travail. Je pense que c'est là-dessus aussi que les restaurateurs peuvent, entre guillemets, en tout cas, c'est un outil les outils peuvent les aider en tout cas dans le management. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous pouvez évidemment nous retrouver en replay et nous contacter. Vous avez notre adresse mail si jamais vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez surtout pas. Merci à tous. Bonne journée à tous. Salut. Salut. Au revoir.